Salut, c'est Alice. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des gros jeux que j'ai joué en juin, en gros. Donc juin, déjà, c'était un super mois. J'ai vraiment énormément joué à plein de trucs très très chouettes tous. Et il y a eu Paris Ludique. Donc Paris Ludique, moi j'étais bénévole. C'était une très chouette expérience. J'ai expliqué plein de jeux que j'aime bien. Donc ça, c'était vraiment très cool. Je reparlerai peut-être dans une autre vidéo. J'aimerais bien faire un retour sur qu'est-ce que c'est que le festival en tant que bénévole, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu un peu sur le salon, même si moi je l'ai assez peu vu. Voilà, donc là je vais surtout lister un peu donc la grosse vingtaine de gros jeux que j'ai fait en juin. Il y aura peut-être un ou deux trucs qui sont un petit peu tangents. Euh, et, euh, et voilà, du coup à chaque fois vous dire un peu quelques mots sur qu'est-ce que c'est le jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé. Euh, mais j'ai joué à plein de trucs vraiment très bien. Hop, alors on va commencer par donc Coimbra. Coimbra, c'est un jeu qui a quelques années maintenant, où on va vraiment... donc ça va être un jeu avec un pool de dés qu'on va drafter petit à petit sur nos socles pour aller mettre des enchères. Donc si on récupère un 4, en gros on enchérit 4 pour aller récupérer des cartes depuis un marché. Ensuite dans l'ordre de valeur sur le marché, il y a 3 marchés. Celui qui a 1000 plus va pouvoir en premier choisir une des 4 cartes, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant, et potentiellement il y a quelqu'un qui reste sur le carreau. On retrouve un petit peu le même principe dans Crystal Palace, pas exactement, mais il y a des similitudes, notamment sur le côté un petit peu agressif, et voilà, donc ça c'est pour le côté vraiment pool de dés, placement de dés. Ensuite, qu'est-ce qu'on y fait? Globalement, on y récupère des cartes qui ont des couleurs, et ces couleurs vont être associées donc à 3 types de revenus. Ça va augmenter sur ces pistes de revenus, donc des revenus dans les 2 monnaies qu'on a, des revenus pour les déplacements sur la carte qui vont nous permettre de débloquer des villes avec différents bonus, et des revenus en points de victoire. Et on va activer à chaque tour nos revenus uniquement des dés de la couleur qu'on a récupéré. Donc si j'ai récupéré 2 dés orange et un dé vert, je m'arrête 2 fois mon revenu en dessous et une fois mon revenu en points. Du coup, il y a vachement de choix croisés, c'est purement de l'interaction. Côté axe de développement, il n'y en a pas 800, c'est vraiment un peu ces différents axes de bonification de points en fonction des villes et des voyages, un peu à chaque partie. Mais tactiquement, c'est extrêmement tendu, c'est très sympa, il se passe plein de choses. C'est très très cool. Hop, voilà. Donc ça, c'était Coimbra. Après, j'ai joué à Kanban, donc Kanban EV, la nouvelle version. C'est la première fois que je joue donc moi sur cette version, ce qui est exactement la même que l'ancienne, à part graphiquement. Donc globalement, je crois qu'il y a quelques cartes aussi en plus qui changent. Bon, ça... Globalement, c'est un jeu dans lequel on va aller produire des voitures. Pour ça, on va devoir récupérer des petites tuiles. Donc en fait, le principe, c'est qu'il y a 4 lieux, 5, qui vont permettre de faire 4 types de trucs et qui vont être déclenchés dans un certain sens à chaque fois. Et ensuite, on va faire un placement d'ouvriers, on va pouvoir prendre nos ouvriers et les replacer ailleurs dans l'ordre de ce même placement au coup d'après. Du coup, il y a un vrai côté un peu casse-tête sur faire les choses dans le bon ordre, réussir à avoir les bons trucs au bon moment avant les décomptes, parce qu'il y a des systèmes de décompte qui sont assez complexes. Et donc on va pouvoir donc aller récupérer des designs d'un côté, aller récupérer des matériaux de l'autre, aller produire des voitures quelque part et aller tester et donc récupérer des voitures ou améliorer des designs ailleurs. Plus un truc d'administration qui permet un peu de jouer partout. Et dans chacune de ces catégories, il va falloir à la fois se former et faire les éléments nécessaires de manière à progresser et à être meilleur sur les critères sur lesquels on va être évalué de diverses manières. Du coup, moi j'aime bien parce que, alors, c'est un gros jeu, il y a beaucoup de trucs qui se recoupent, voilà, c'est un lacerda, hein. Mais moi je le trouve le cœur du jeu relativement épuré. Les différents enchaînements d'actions sont pas non plus monstrueux, il y a 4 types d'actions. Et après, les divers bonus, les décomptes sont vraiment très tordus. Assimiler comment on va faire des points, c'est pas du tout évident. Mais voilà. Pour signaler quand même, on retrouve un peu ce même système d'ordre des ouvriers dans Watch, qui est un jeu sorti là cette année, en beaucoup plus light, en un peu moins d'une heure avec pur 4 joueurs. Pour moi, 4 bugs aussi, c'est un peu du pur 4 joueurs. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc il y a vraiment ce côté planification sur plusieurs tours pour être sûr de pouvoir faire les choses dans le bon ordre, avoir les bons éléments, gagner un maximum de bonus et jouer en fonction des décomptes qu'on a un peu du mal à assimiler au départ. Voilà, donc moi je trouve vraiment, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu depuis toujours. Usuellement, j'ai pas trop de joueurs qui aiment bien autour, là il y en avait, donc j'étais très contente de refaire une partie. Hop, Ark Nova. Donc Ark Nova, bon
on en parle beaucoup. Un jeu de gestion d'eau sur lequel on va avoir notre plateau personnel, dans lequel on va mettre des enclos, puis des animaux, avec des sponsors et des associations autour, diverses et variées. Moi, c'est un de mes jeux préférés, vraiment là depuis que j'y joue. J'adore. Y a rien à y faire. C'est ultra addictif. J'ai joué encore hier soir. Dans le mois, j'y ai joué à 2 joueurs, 4 joueurs et 3 joueurs. Donc oui, il est mieux à 3. Mais il est pas ridicule à 4. Moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il est totalement naze à 4. C'est rigolo parce que quand on change un peu de config sur le timing des breaks et sur qu'est-ce qu'on doit surveiller, ça change un petit peu. Et oui, et donc pour dire quand même 2 mots sur pourquoi moi je le trouve aussi plaisant, moi ce que j'aime beaucoup dedans, c'est l'aspect planification puzzle de nos différents types d'actions avec un gros côté rush pour être au plus efficace. Donc il faut que j'arrive à faire passer l'essentiel, j'ai besoin de ce chaînage d'actions, qu'est-ce que je peux faire un peu en rab et comment faire pour que le chaînage d'actions marche bien, et s'il marche bien, qu'est-ce que je peux rajouter qui va être plutôt positif pour moi. Donc il y a un vrai côté casse-tête. Et ça, faut aussi un peu le faire en fonction de quand est-ce qu'on pense que les autres vont mettre un break. Est-ce qu'il y a des cartes sur lesquelles on doit se précipiter parce que les autres les veulent quand on est en concurrence sur certains trucs. Voilà, donc il y a plein... Il y a vraiment ce côté... casse-tête planification avec les 5 actions où il faut voir à plusieurs coups et à moyen terme pour le break et à long terme qu'est-ce qu'on fait sur le jeu. Donc ça, c'est toujours des choses que j'aime beaucoup. J'ai joué, alors ça on n'est pas sur du pur euro. C'est donc Robinson Crusoe. Moi j'ai pas cette boîte, j'ai l'ancienne, mais je crois que ça change vraiment pas grand chose. On voit le coin de la boîte ici. C'est un coopératif assez rude où globalement on va aller explorer une île pour aller récolter des choses dessus, pour aller construire des trucs, pour aller essayer de remplir la mission. La mission change un peu à chaque partie, il y a une dizaine, peut-être un peu moins, peut-être 6 de missions disponibles à chaque dans la boîte. Donc à chaque partie on choisit une mission. C'est rigolo, moi c'est un jeu que j'ai beaucoup joué vers 2015, je crois, 2014, peut-être 2016. La dernière partie que j'ai fait en tout cas du scénario là, que l'île des cannibales, c'était en 2016 et là je l'ai ressorti avec plaisir. On s'est fait massacrer. Moi ce que j'avais retenu de Robinson, c'est que c'est quand même un jeu où même si les scénarios varient de partie en partie, on va se développer un peu toujours pareil, et une fois qu'on a mieux compris comment ça marche, on est meilleur. Quand ça fait des années qu'on n'a pas joué, on est moins bon. On a joué en plus en config 2 joueurs, moi je l'aime moins, même à 4 je préfère jouer avec 2 personnages. Il y a des dés, il y a des événements, il se passe des choses, c'est quand même un vrai jeu de planification, il n'est pas totalement dépareillé de l'euro, hein. Donc on est dans du coop, mais c'est du coop à information complète, où on peut en fait tous jouer de manière totalement... c'est pas... En théorie, chacun décide pour ses actions, mais il faut vraiment se coordonner pour aller choisir les actions que tout le monde va faire globalement. Et ensuite, c'est juste, il y a des pions qui sont en jeu, mais à qui ils appartiennent, c'est pas si important que ça. Voilà, donc ça faisait longtemps. C'est plaisant dans la catégorie. C'est vraiment ça que vous avez. Maracaibo. Donc Maracaibo, moi j'y ai beaucoup joué. Je le trouve aussi addictif, il m'amuse beaucoup, même si au bout d'un moment les parties se ressemblent quand même, faut bien l'avouer. Moi j'ai fait une campagne et demie sur la boîte de base. Et là il y a l'extension, et du coup j'ai un peu testé l'extension, donc j'ai fait 3 parties de l'extension. 2 parties avec le module All-in, donc qui met en gros les différents modules qui sont apparus dans cette extension. Et j'ai tenté le module où il n'y a pas les pistes d'influence. Donc où on joue sans l'influence avec les nations, et il y a des cubes qui arrivent sur le plateau et on peut les démolir. Alors, le module sans influence, j'ai vraiment trouvé ça naze. La partie était extrêmement plate. Peut-être que la partie est un peu plate par ailleurs, mais c'était pas top, vraiment. L'extension, sinon, elle apporte vraiment des nouvelles petites tuiles qu'on va rajouter sur le plateau qui permettent des choses qui changent un petit peu. Donc c'est plutôt plaisant. Certains modules permettent vraiment des nouveautés par rapport à l'ancien. Enfin, à la boîte de base. On modifie pas globalement le rythme du jeu ou l'idée du jeu, ça reste assez similaire, mais on a des petites améliorations de bateau qui changent, ça permet de varier un petit peu, et c'est plutôt bien sympa. Voilà, donc ça m'a fait plaisir d'y rejouer. Je suis pas sur un aussi gros coup de cœur que pendant mes premières parties, où là, ouais, on joue toujours quand même un petit peu pareil, mais voilà, c'est quand même un jeu dont j'ai fait une vingtaine de parties, donc peut-être plus, probablement plus.
The Great Zimbabwe, donc ça c'était ma super découverte de tout fin mai. J'ai pu refaire une partie en juin à deux. À deux, il marche bien de manière étonnante. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment un peu chiant et en fait c'est plus statique dans ce qui va se passer, mais ça marche pas mal. Je pense que je le préfère quand même à 3-4. Mais j'ai bien aimé l'expérience à deux. Donc The Great Zimbabwe, j'en avais un petit peu parlé à la dernière vidéo de ce type. C'est vraiment un jeu assez tendu avec du placement et des trucs de placement assez méchants où on va essayer de construire des monuments en leur livrant différents types de ressources. Les ressources sont des ressources d'artisanat dont les bâtiments qui les produisent vont être construits par les joueurs. Donc les joueurs vont construire ces bâtiments-là grâce à des vaches, les vaches c'est la principale monnaie. Ils vont les établir quelque part sur le plateau, et il va y avoir une question de portée, et après on va pouvoir donc utiliser notre action pour donc soit faire des artisanats, soit tout ça, soit améliorer nos bâtiments. Et dans ce cas on utilise les ressources qui sont autour, donc il va y avoir des questions de portée et d'épuisement des gisements naturels, pour aller faire monter en hauteur nos monuments et faire des points de victoire. On a initialement un objectif de 20 points de victoire, et en fait c'est ce qu'on va prendre dans le jeu qui va augmenter cet objectif de 20 points de victoire, jusqu'à 40 maximum. Après on peut plus prendre ces choses qui augmentent les points de victoire. La nécessité de faire des points de victoire. C'est vachement tendu sur qu'est-ce qu'on laisse à l'autre en permanence. Il y a une enchère pour savoir qui va être premier joueur et pouvoir bénéficier des ressources pas encore épuisées, et celui qui va passer après. Il y a des dieux, chacun a un dieu dans la partie, ce qui donne des grosses modifs de règles en fait, qui fait vraiment jouer de manière asymétrique. C'est vraiment sympa. C'est assez court en fait comme jeu. Les règles sont pas énormes et c'est moi ça m'a impressionné vraiment. Il y a un gros effet waouh, ça j'ai vraiment envie d'y rejouer, mais beaucoup. Avec des joueurs un peu agressifs, tendus, interactifs, tout ça, faut aimer cette catégorie. Dans les spotlers, j'ai aussi pu tester Antiquity auquel j'avais jamais joué. Donc Antiquity, ça va être un jeu de développement où globalement on va avoir des villes, en l'Antiquité ou au Moyen-Âge plutôt, qui va... donc on va avoir des villes et on va les développer par des bâtiments de production autour et pas des bâtiments qu'on va mettre dans notre ville. Le but étant d'obtenir une des conditions de victoire, et la condition de victoire c'est nous qui la choisissons au moment où on construit notre cathédrale, on va la dédier à un saint et c'est ce saint qui va dire quelle condition de victoire on a. Donc par exemple, celui qui est un peu le plus clair, celui que j'ai joué dans ma partie, c'était d'avoir posé toutes nos petites maisons. Nos petites maisons, ça donne de la population qui va permettre de faire activer ces bâtiments et d'aller construire des choses à l'extérieur. On construit des choses à l'extérieur, ce qui va nous permettre de récolter des ressources et qui va petit à petit faire de la pollution, donc avec des régions de moins en moins exploitables. Il y a des choses pour nettoyer de la pollution, mais c'est pas forcément si facile que ça à mettre en œuvre. Et on va essayer de s'étendre en créant des nouvelles villes, ce qui n'est pas si facile non plus. C'est un jeu vraiment punitif. On peut faire des erreurs et vraiment se planter. On peut se retrouver dans la boue pendant longtemps à patiner. Là, on a joué gentil parce que c'est ma première partie, donc il y a des trucs au début où on m'a un peu expliqué, des trucs où on a eu très peur de se planter. Mon adversaire s'est vraiment planté sur un truc qu'il a bien bloqué, m'a bien signalé qu'il ne faudrait pas manquer de bois à aucun moment parce que sinon on est mal. Donc il y a tout un tas de trucs à surveiller pour ne pas mourir étouffé, en gros. Et ensuite le comment gagner et comment réussir à se développer, parce que il y a vraiment les deux, réussir à survivre et réussir à se développer. Et moi j'aime ça, on a le couteau sous la gorge et on a l'impression qu'on va étouffer et on essaye de faire des trucs pour s'en sortir et on espère que plus tard on va vers un objectif et qu'on arrive à développer des bâtiments qui vont peut-être nous réussir à nous en sortir mieux, mais on est sans arrêt en train de... Il y a un côté fuite vers l'avant et ça... C'est pas simple du tout. Alors c'est complexe, mais en gros on a une liste de bâtiments, chacun fait son effet, à chaque tour on se concentre de construire les bâtiments et de les activer, en gros. Et de récolter ce qu'il y a, et ensuite on doit nourrir notre population. Du coup oui, pareil, c'est un format qui est assez étonnant et qui est vraiment très très plaisant. Le matos c'est un peu chiant pour que les manipulations, là j'ai joué avec une version qui a été deluxifiée et qui est beaucoup moins pénible. Apparemment c'est un des gros défauts du jeu dans la version de base. Je crois que dans les rééditions ça a été mieux fait. Bon, voilà, mais ça c'est pareil, grosse envie d'y rejouer. Je pense que pour y jouer vraiment bien, intelligemment, en faisant des vrais choix et juste en se concentrant sur autre chose que d'essayer de pas crever et un peu plus gros niveau, faut un peu bien le connaître. Hop, Monasterium, j'y ai joué. Donc Monasterium c'est un jeu avec des poules de dés qu'on va répartir entre les joueurs. Donc c'est en deux phases. Première phase, on va lancer nos dés et les rendre disponibles dans le pool. Et ensuite dans l'ordre du tour, on va pouvoir récupérer des lots de dés. Donc il y a vraiment ce côté où on le place dans le pool en fonction de où est notre ordre du tour. Et c'est pas toujours la même chose qui nous intéresse.
Donc soit de faire des gros lots, soit d'en faire des petits, d'avoir nos dés de couleurs réservés à un endroit ou à un autre. Tout ça pour aller poser des novices qui vont développer le plateau qu'on a devant nous, qui vont nous donner des nouvelles actions et qui vont comboter grâce à divers trucs. Il a des qualités, il a des défauts, j'en ai fait une vidéo un peu plus en détail. Moi j'aime bien, je le trouve quand même très très plaisant. J'ai joué qu'à des jeux que j'aime bien ce mois-ci, hein. Ça va être un peu l'école des fans. Hein. Et oui, donc côté équilibre il a des vrais défauts, côté profondeur je suis pas 100% sûre que ce soit ouf. Mais côté combo, côté découvrir qu'est-ce qui marche bien, côté placer ses trucs, il y a un côté plaisant, il y a un côté immédiat, à 2 et 3 joueurs. 4 joueurs c'est beaucoup trop long et c'est encore moins équilibré. Mais à peu de joueurs, il est bien sympa. Hop. Space Station Phoenix, donc ça c'est une nouveauté, c'est le dernier Rio Grande Games, je crois que j'en ai fait une petite vidéo aussi, je suis plus sûre. Dans lequel on va avoir notre station spatiale qu'on va devoir développer. Donc on a 3 quartiers, idéalement faire niveau 1, 2, 3. Une fois que quelqu'un a sa station complète ou a atteint 20 ou 40 points, ça met fin à la partie. Et pour ça on va avoir des actions. Donc à chaque fois on va se placer sur une des actions encore disponibles chez nous ou chez l'adversaire, en payant une petite taxe. Pour aller mener une action qui va nous permettre donc de récupérer des ressources, construire la station, démolir des actions qu'on a déjà présentes pour récupérer de l'acier qui va nous permettre de reconstruire des bouts de station, récupérer des gens, enfin des aliens pour aller bosser dans ces stations et faire des échanges et des choses comme ça. Il y a un mécanisme de revenus lors des actions des autres, donc on a des petites pistes comme ça d'influence. Celui qui a le plus d'influence sur une action, enfin tout le monde sur une action va recevoir quelque chose quand quelqu'un fait l'action, donc on est sûr d'avoir avancé sur ces pistes, ce qui n'est pas simple. Le principe est plutôt sympa, moi j'ai pas trouvé ça, alors il y a des originalités, notamment le fait de détruire ses actions, tout ça, j'ai quand même trouvé ça dans le flow de jeu relativement classique. Le gros du jeu, c'est vraiment d'aller construire sa station en allant choisir les bons modules dans le bon ordre. Donc il y a un gros côté analyse de ça, de qu'est-ce qui va aller ensemble et peut-être un petit peu de course sur certains trucs. J'ai trouvé ça pas mal, un petit peu classique sur certains points, peut-être. Enfin, il n'y a pas eu d'effet waouh. Après, moi j'ai joué avec la config de base. Et je pense, on m'a dit en tout cas qu'elle était vraiment moins intéressante que les autres, que point de vue des choix de ce qu'elle est ensemble, c'était moins poussé, qu'il y avait moins de trucs de points de vie. Il n'y a pas les bâtiments de points de victoire ou ce genre de choses. À réessayer, moi j'ai quand même envie de rejouer, hein. C'est un jeu que j'ai trouvé très sympa. Voilà. Donc j'ai envie d'y rejouer. J'ai envie d'y rejouer avec les modules avancés, pour voir un peu ce que ça donne. Mais au sein de la partie, j'avais l'impression d'une petite répétitivité, avec des actions très identifiées, un peu simples, peut-être un petit peu moins mon style, qui est vraiment pour le coup de la pure gestion placement d'ouvriers. Hop, ici. Hop. Coffee Traders. Alors Coffee Traders, je crois que j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup. Donc j'aime beaucoup. Il sort là bientôt chez Super Meeple. Globalement, c'est un jeu qui va se jouer donc en plusieurs phases. Donc il y a une phase d'action où on va mener des actions donc chez nous sans blocage pour aller poser des plantations et les habiter pour gagner un peu de points sur les différentes catégories de café. Et je me suis perdue. Et aller les construire. Ensuite, il va y avoir une phase où on va faire des phases à la Porto Rico où on va mener des actions pour aller soit construire des bâtiments, soit aller se mettre sur des écoles de café. Après, on va récolter ce café. Et ensuite, on va utiliser le café récolté pour soit remplir nos contrats, soit se placer dans des bars avec des questions de majorité un peu partout. Ça joue en 3 époques, donc on fait ça que 3 fois. C'est tout imbriqué au début, on s'en rend pas trop compte. C'est un peu dur de savoir qu'est-ce qu'on veut au départ et petit à petit, au fur et à mesure de la partie, nos intérêts divergent beaucoup plus et on voit beaucoup plus ce qu'on veut. Il y a pareil des côtés courses pour débloquer un maximum de choses, le plus d'ânes, le plus de tout ça pour pouvoir aller faire juste plus de choses que les autres. On y a joué à 4 ou 5 et il est très bien dans ses configs. À 3, moi j'aime moins, c'est plus calculatoire sur comment est-ce qu'on dépense les choses. Mais voilà, donc de la gestion en plusieurs étapes avec des... Qu'est-ce qui fait le sel du jeu? J'essaye de trouver qu'est-ce qui fait vraiment l'élément qui marche bien. J'aime bien parce qu'il y a un côté à la fois, une fois qu'on a nos ressources, on essaye de les optimiser pour avoir nos différents contrats, tout ça. Mais dans le reste, il y a un côté opportunisme très mélangé à la planification. Donc il y a des choses où on planifie sur ce qu'on espère qu'il va se passer, sur les avantages qu'on essaye de prendre, les tournants qu'on essaye de prendre sur tel ou tel point, en construisant nos plantations, tout ça. Dans le placement, il y a une dose de je me place maintenant et d'opportunisme en fonction de qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on va devoir adapter ça à comment on fait nos contrats. Et moi, c'est cette notion vraiment qui mélange
l'opportunisme, la planification, avec une nécessité d'adaptabilité sans perdre de vue nos objectifs et le bon moment pour y renoncer, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Avec des majorités sans trop de blocage. Oui, donc Terraforming Mars. Terraforming Mars, donc moi j'y ai rejoué ce mois-ci, ça faisait très longtemps que j'y ai pas joué. J'en ai peut-être fait une partie il y a quelques mois, à 4. Et sinon, dans ma config à 2 que j'aime beaucoup, ça devait faire 1 an que j'y ai pas joué quasiment, quoi. Enfin, ouais, non, ça faisait 1 an. Donc ça m'a vraiment fait plaisir d'y rejouer à ma façon. Donc moi j'y joue de temps en temps sur PC, je joue de temps en temps avec des potes à plus, mais j'ai ma variante à 2 que j'aime beaucoup avec mon partenaire de Terraforming Mars, ça on en fait en boucle. J'ai fait une vidéo détaillée dessus sur cette variante où on a aussi un fichier en drive qui permet de voir un peu c'est quoi notre variante. Globalement on a un marché de départ sur les cartes qui nous permet de faire en gros un draft ouvert avec une enchère pour savoir qui va être premier et d'autres petites adaptations pour le jeu à 2 avec plein de cartes. Voilà, donc c'est un de mes jeux favoris de tout temps. Je dois en être à 200 parties en physique quasiment et beaucoup sur le PC. Après moi sur le PC je joue contre l'IA donc c'est beaucoup plus en mode light, voilà. Mais voilà, Terraforming, le jeu, enfin voilà, Terraforming. Hop, Transcontinental. Donc Transcontinental, c'est un KS qui est arrivé ce mois-ci. Globalement, c'est de la pose d'ouvrier avec un système d'aller-retour. Donc on pose à l'aller, on fait une enchère au milieu, et ensuite avec les bonhommes qui nous restent, on va pouvoir poser pour le retour, sachant qu'on a le droit de laisser les bonhommes en place ou de les dépiler. Donc soit de bloquer la case pour le retour et potentiellement d'avoir un peu des meilleurs trucs, des meilleures opportunités plus tard, soit de prendre tout de suite pour pouvoir avoir les ressources pour l'enchère finale, ou prendre les opportunités au moins elles se présentent. Il y a une gestion des ressources qui est vraiment mignonne, qui sont placées dans un train, et il faut avoir les bons wagons pour pouvoir les charger dans le train, sinon elles arrivent dans le futur. Et après elles seront dépilées pour plus tard. J'ai fait une vidéo notamment avec les règles dessus, sur laquelle il y a une grosse erreur de règles, mais j'ai rejoué avec les bonnes règles et j'aime moins les bonnes règles. Donc pour ceux qui sauraient de quoi je parle, j'ai dit que donc quand on fait l'action de resupply, donc en gros il y a du charbon qui va venir dans la locomotive. Quand la locomotive est pleine, ça fait arriver des trains futurs des wagons futurs vers les wagons actuels. Et la vraie règle dit qu'on prend tous les wagons d'un même type et qu'on les place dans le train, ce qui fait beaucoup de points d'un coup. Et moi, en fait, je m'étais plantée et on ne prenait qu'un seul wagon, quoi qu'il se passe, et on le mettait dans le train. Du coup, ça faisait moins de points d'un coup. J'avais aussi fait l'erreur qui allait avec en fait, de dire qu'on vidait pas tout le charbon du train à notre couleur mais juste celui de la loco, et en fait avec la double erreur de règle, ça fait un truc assez cohérent. Avec les vraies règles, j'ai trouvé que ça faisait des grosses bascules de points parce qu'il y a vraiment des moyens pas trop contrables de se préparer des gros coups. On va faire 10-15 points d'un coup et surtout du coup on va arriver plein de wagons d'un coup et après on n'a plus de wagons dans le futur. Donc ça, moi c'est ce qui s'est passé sur ma dernière partie, c'était moins agréable. À voir si c'est qu'on a joué bizarrement ou pas. Mais sinon, donc moi le jeu je l'ai bien aimé. Ma première partie je me fais ouais c'est pas mal mais ça a l'air quand même un brin répétitif. Et au final j'en ai fait 4 en une semaine et quelques. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai envie d'y rejouer et je me rends compte que oui, il n'y a pas le côté développement global, qui d'habitude me plaît beaucoup. Les axes de développement, tout ça, sont relativement faibles, on a 2-3 éléments, mais par contre, d'un point de vue tactique et d'un point de vue interaction, il se passe plein de choses tout le temps. C'est tendu tout du long. Les tours sont longs, mais on s'embête pas parce qu'on est aussi ultra tendu. On a envie de voir des coups qui vont marcher ou pas. C'est bien agressif. Et je trouve joli aussi, accessoirement. Et donc ça a été une jolie découverte, mine de rien, quoi. Il me plaît plus que ce que je pensais au départ. Et il me plaît bien dans tous les cas. Voilà, donc ça c'est une jolie découverte. Hop. Arnak ou Narak, alors ça j'ai déjà vu faire une vidéo dessus, je crois. Oui. J'ai rejoué avec l'extension, du coup c'est ma troisième partie de l'extension, j'ai pas encore testé tous les persos. On a un plus ou moins deck building, c'est entre le deck building et le hand building, puisque le deck on sait à peu près comment il tourne. Et il est assez simple. On va récupérer des ressources, essayer de tirer un maximum de trucs dans nos cartes pour progresser sur les pistes de séance, pour aller faire des combos un peu dans tous les sens avec nos cartes, avec quelques axes de points. C'est ultra plaisant, faut aimer faire des ressources, pour faire des combos, pour faire plus de points. La partie deck, elle est assez légère et c'est plutôt on va prévoir de faire telle action plus tard que on va faire tourner notre deck. On fait peu tourner le deck.
Et donc les persos, bah là j'avais testé un nouveau perso que je trouve vraiment trop fort, celui qui a qu'un seul... Alors pour le coup la fois précédente j'avais testé le mystique que j'avais trouvé vraiment ardos. Là j'ai testé celle qui avait qu'un seul personnage et qui permet d'avoir... Elle a qu'un seul personnage mais il peut se déplacer plusieurs fois dans le tour. Et du coup ça permet d'aller faire vraiment beaucoup de bâtiments avec beaucoup de flexibilité, de fuir les monstres, de faire un peu tout ce qu'on a envie de faire et j'ai trouvé ça assez violent comme avantage, surtout au début de la partie. Du coup, ouais, j'ai un petit doute sur l'équilibre, mais ça reste sympa à découvrir comme mécanique. De toute façon, c'est dit dans l'extension que bah, ce personnage du mystique et de l'exploratrice, c'est pas recommandé pour les premières parties et qu'ils sont peut-être un petit peu bizarres. Donc je pense que les 4 autres sont plus équilibrés. Hop. J'ai rejoué à Newton, où ça faisait très très longtemps que j'avais pas joué à Newton. Du coup, Newton, c'est un jeu de développement un petit peu, ouais, avec du hand building cette fois-ci, où on a notre main et on va à chaque fois jouer 5 cartes de notre main. À la fin, il y en a une qu'on va récupérer, qu'on va mettre sous notre plateau et qui va nous donner une amélioration définitive des actions. Et donc il y a 5 types d'actions, je crois, qui sont marquées en bas des cartes. Et à chaque tour, on choisit une carte, on joue la carte et on va faire l'action du type qui est marqué dessus à la force indiquée par le nombre de cartes et de bonus qu'on a de cette action. Le tout pour aller voyager, améliorer ses technologies et poser des bouquins chez nous pour faire des points de victoire. C'est de la combo pour essayer d'optimiser un peu tout ce qu'on a envie de faire. C'est très 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 solo, il y a très très peu d'interactions, il y a quelques petites courses parce que sur le plateau, il y a des endroits où quand on passe en premier, on gagne un petit jeton bonus. Et c'est un peu la seule interaction du jeu. Au début, on draft aussi des petits leaders qui vont se débloquer à 4 endroits différents du jeu pour aller nous donner des bonus plus ou moins gros et des points plus ou moins gros. Et ensuite, on joue notre partie. Potentiellement sur le marché de cartes aussi, on peut se piquer un peu des cartes, mais voilà. Donc il y a ce côté un peu solo qui peut être un peu frustrant. En fait, c'est marrant parce que ça faisait des années que j'avais pas joué. Première partie, j'avais été super enthousiaste, j'avais fait 2-3 de plus et j'avais bien aimé, je le trouvais très très plaisant, mais l'enthousiasme était peut-être un peu retombé. Et là, ça m'a fait la même chose. J'ai rejoué une partie, j'ai fait c'est absolument génial, ça faisait tellement longtemps, ça fait trop plaisir. J'ai voulu refaire une très rapidement, on a rejoué hier à 2, ça marche très bien à 2, puisqu'il n'y a pas d'interaction. Et donc, moi souvent j'aime bien les jeux à 2 parce que justement il y a de l'interaction et de l'affrontement direct. Là en fait c'est que ça change rien qu'on soit 2 ou 4. Et du coup on y rejoint, je fais ah oui c'est plaisant, c'est vrai que c'est plaisant de faire nos petits combos et tout ça, mais ça me donne pas envie de pousser plus loin en fait. Parce que j'ai l'impression que oui on peut s'améliorer en faisant des trucs un peu calculatoires pour être sûr d'avoir le meilleur chemin, l'optimal. Mais il n'y a pas le côté un peu jouissif taquin d'embêter l'autre ou qu'il se passe de l'interaction, mais aussi de... Le développement est assez toujours pareil et on va essayer de se spécialiser dans un truc, ça va plus ou moins bien marcher, on va avoir des axes, mais il n'y a pas la variabilité mentale de réflexion que j'attends pour en faire 20 parties. Du coup, c'est très plaisant, j'ai très envie de rejouer ça un jour. J'ai pas envie de rejouer cette semaine. Voilà, donc ça... Un beau jeu pour être heureux dans les combos et en changer un peu régulièrement. Un peu comme Monasterium finalement, c'est un peu le même format. Monasterium est plus interactif, mais Newton n'a pas les mêmes défauts. Ouais. Hop. Barrage. Alors Barrage, c'est un de mes jeux préférés de chez Préféré. Là, j'en ai fait une partie à 3, c'est vraiment pas ma config préférée, je préfère à 4. J'ai perdu d'ailleurs, enfin, on avait pas été premier à égalité. Alors que j'avais annoncé que j'étais super forte à Barrage, et ça faisait quand même un moment que j'y avais pas joué, et mine de rien, il y a des choses qu'on perd un petit peu. Donc barrage, gestion de barrage, donc on va aller créer des barrages, des extensions de barrages qui vont venir par-dessus, des turbines et des usines, de manière à les faire fonctionner ensemble pour produire de l'électricité. Déjà, il faut voir que c'est un jeu où le but c'est de construire beaucoup. Alors c'est un peu un raccourci de dire ça, et c'est ce qui m'a fait perdre 2-3 ou me concentrer là-dessus, parce que ça vaut beaucoup de points et beaucoup de revenus de construire beaucoup de bâtiments. Quand on construit, on va pas aller dépenser nos ressources, on va aller les capturer, ainsi que la tuile qui va permettre de construire ce bâtiment. Donc il y a vraiment un côté un peu casse-tête de planification, de construction en plusieurs tours sur comment est-ce que je vais réussir à libérer mes ressources et mes bonnes tuiles au bon moment pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça, j'aime vraiment bien. On va produire de l'électricité. Donc produire de l'électricité, c'est important pour plusieurs choses, parce que déjà, ça fait des points. Il y a une compétition là-dessus à chaque tour, avec des objectifs à chaque tour, où on a des points sur différents éléments. La manière dont on produit et le placement des barrages est vraiment interactif, assez tendu, sur les placements, sur comment est-ce qu'on peut embêter l'autre, etc., pour lui voler son eau. Et produire, ça permet de accomplir des contrats. Donc les contrats, ça permet d'avoir des points et différents bonus qui sont des gros boosts de développement. Et pour ça, il faut produire pas mal. Et quand on construit trop, on produit pas assez. Très schématiquement. C'est de la pose d'ouvriers en emplacement bloquant.
On est vraiment bloqué par les emplacements, c'est vraiment bien pondéré pour que quel que soit le nombre de joueurs, on ait le nombre d'emplacements qu'il faut en se gênant bien. Sur le plateau, par contre, il est moins adapté à 3 joueurs. Là, ce qui se passe, c'est moins rigolo. Et puis, en plus, les intérêts croisés sont moins riches qu'à 4, forcément. Donc moi, je le préfère à 4, mais je l'aime quand même beaucoup à 3. Ça m'a fait très très plaisir d'y rejouer. Voilà, donc en attendant une prochaine partie, bientôt peut-être. Qui sait. Voilà. J'ai fait un golem. Alors ça, je suis un peu triste parce que j'ai pas eu le temps de finir la partie. Ça m'arrive rarement, mais voilà, là j'ai pas pu. Donc Golem, c'est un jeu de combo, donc c'est aussi l'équipe de Luciani, pas exactement, mais c'est l'école italienne qui est aussi sur Newton, par exemple. Alors, je sais plus exactement quelle est l'intersection d'auteurs entre tout ça. Globalement, c'est un truc où on va avoir des billes qui vont nous permettre de mener des actions avec un. Plus on a de billes dans l'action, plus on va faire une action forte. La couleur de la bille nous permet d'obtenir des objectifs de fin de tour. Et tout est activé, différents bonus. Donc en fait, c'est un jeu qui est assez dur à pitcher, parce qu'on va avoir nos étudiants qui vont avancer sur des lignes qui vont nous donner des revenus. Ils vont avancer notamment quand on prend des billes de couleur. Les golems, on va pouvoir les activer pour aller faire l'action qui est en face de chez eux. Et au début de chaque tour, ils avancent automatiquement en fonction de leur force, donc en fonction de combien de golems j'ai créé. Et on va avoir de l'or pour créer des artefacts qui vont donner différents types de revenus et des cartes de magie en gros pour aller gagner différents magies et différents bonus. Et donc à chaque fois on gagne des ressources et des actions qui interagissent avec les autres ressources et les autres actions. On essaye de faire le meilleur truc et d'activer la pompe quoi pour réussir à faire plus de points et plus de choses que les autres. En gros. L'interaction elle existe sur le choix d'action et pour le coup on regarde un peu ce que les autres ils veulent, c'est relativement important. Le gros du développement par contre il est vraiment dans son coin. Voilà, mais il y a plein de petites courses à plein d'endroits parce qu'on a envie de tel ou tel truc. Donc ça c'est plaisant, je suis frustrée de ne pas avoir fini ma partie. Je le trouve pas fou non plus, il lui manque un truc pour avoir un vrai souffle et de se dire ah, ce jeu, il y a un truc qui fait vraiment le tilt. C'est un bon jeu, c'est un jeu qui tourne bien, c'est un jeu qui fait de la combo d'action, de couture de la combo d'action avec une manière relativement originale de le traiter, un thème qui est assez chouette sur la cabale, tout ça. Mais voilà, il manque peut-être un petit peu d'âme au final. Du coup, c'est un bon jeu, mais c'est pas partie de mes top du top. The Smoky Valley. Alors ça, c'est ma Valley, je sais pas prononcer l'anglais. C'est vraiment ma découverte depuis le début de l'année. Donc c'est un Spielworks et j'ai beaucoup aimé ce qu'on y fait. Il y a un aspect assez sympa où on va avoir 5 quartiers qui vont être disposés sur des réglettes devant nous. Et à chacun de nos tours, on va choisir sur quel quartier on va. Et si on va vers l'avant, c'est gratuit. Si on veut reculer, ça coûte 1. L'argent est cher. Donc, voilà, un sou c'est pas négligeable. Parce qu'en fait les sous c'est une tombe d'action. En gros, chaque fois qu'on fait une action, ça coûte 1 ou 2 sous. On en a 6-7 par manche. Un peu plus après, plus au 7-10 disons, avec un maximum de 12. Quand on fait des actions, ça nous coûte toujours quelque chose de diverses manières, et il y a pas mal d'actions disponibles. Construire de nouvelles usines, faire produire des usines donc sur un quartier pour récupérer des trucs, aller livrer des choses sur des bateaux, aller prendre des cartes à la mairie pour avoir des bonus, aller améliorer les quartiers pour les valoriser en points et en production ou en d'autres choses à un certain moment. Et une ou deux actions de plus que là j'ai pas trop en tête. Tout ça c'est vachement tendu parce qu'en fait on a envie de faire le cycle de quartier à chaque fois. Et il y a vraiment la question de lesquels je zappe. Est-ce que je paye pour revenir en arrière, donc je renonce à une action pour refaire une action au même endroit, sachant que bien développer ses quartiers à soi c'est vachement intéressant, mais qu'il y a de l'interaction de tout sens avec les autres. Parce que quand on produit chez les autres, on va gagner de la popularité qui va nous permettre d'être élu maire. Et quand on valorise un quartier, plus il y a de bâtiments construits, mieux c'est. Et on est un peu obligé d'aller dans chaque quartier, donc on n'est pas vraiment obligé, mais on a envie quand même, mais pas trop. Voilà, donc on a fait une petite erreur de règle qui change quand même un peu de choses sur la partie, on était un peu plus libre sur une action que ce qu'on aurait dû. Mais c'est vraiment été un gros effet waouh pour le coup, avec plein d'axes de développement. Il y a plusieurs types de ressources qui servent pas exactement à la même chose. C'est le genre de jeu où en première partie, on est un peu perdu, on fait un peu des trucs au pif au début de la partie, et à la fin de la partie on se dit j'ai envie de le rejouer différemment. Et on sent que on a envie de le jouer mieux à une partie suivante, mais qu'il y a aussi une question de comment est-ce qu'on se répartit le type d'action autour de la table, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir disponible, on se fixe un peu l'objectif pour cette partie, est-ce qu'il y a des opportunités à prendre, des niches qui vont être rentables. Donc moi c'est plein de trucs que j'aime bien. Il
il est relativement long, mais il n'a pas le côté un peu lourd et laborieux et froid que peuvent avoir certains Spielworks. C'est le même auteur qui avait fait Grand Truck Journée, que j'avais bien aimé, mais que je trouvais moins bien que ça. Ça, c'est vraiment... Voilà, ça c'est vraiment une très chouette découverte. Je suis vraiment enthousiaste. J'en ai fait qu'une partie pour le moment, j'ai envie d'y rejouer. Je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion, mais ça faut que j'y rejoue. Et depuis le début de l'année, c'est un petit peu... Alors peut-être pas depuis hier, mais c'est une de mes grosses découvertes. J'ai fait un Brass, donc pour moi Brass c'est l'ancien Brass, voilà, donc c'est le Lancashire, hein. À 3, c'est mieux à 4, mais à 3 ça va quand même bien. Ça fait vraiment plaisir d'y jouer, j'adore ce jeu, ça faisait une éternité que j'avais pas joué. C'est tendu, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, donc là on retrouve le côté développement, les ressources différenciées, le côté très industriel et un côté un peu, pas circuit, mais intérêt sur la carte où on va essayer de se positionner à certains endroits pour avoir certains intérêts. Des côtés de timing où on essaie vraiment de couper l'herbe sous le pied à d'autres au bon moment pour réussir à faire plus qu'eux, à réussir à livrer plus de coton, même si on peut faire aussi d'autres axes. Et voilà, avec une question de revenus, d'emprunt, du Wallace à l'ancienne, c'est bien. Je pense que beaucoup de gens connaissent, mais c'est vraiment très bien, Brass. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur Brass. Hop. J'ai pu jouer à Skymines. Alors Skymines, c'est la réédition de Mombasa. J'en parlais dans une vidéo sur les thèmes un peu problématiques, donc ça a été réédité avec un autre thème. Ça sort en octobre, en VO et en VF, je crois. En VF, c'est chez Super Meeple et il me semble que ça sort en octobre. Normalement, c'est prévu octobre. Le jeu reste Mombasa. Donc dans Mombasa, on va avoir différentes compagnies qui vont aller se partager des territoires pour essayer d'aller produire plus. Et nous, on est des investisseurs dans ces compagnies qui allons prendre divers intérêts pour le placement de ces industries. En plus de ça, en tant que colonialiste dans Mombasa, mais ici en tant que société ou je ne sais pas, dans Skymines, on va avoir d'autres manières aussi de faire des points de vue. Donc déjà, on va gagner de l'argent, et l'argent, c'est des points. On va envoyer de la donnée vers la Terre pour aller développer un peu, donc avec un petit côté un peu casse-tête sur qu'est-ce que je dois avoir au bon moment en même temps pour aller faire ça. Et on va aller miner de l'hélium 3. Donc c'est d'autres manières de faire des points de victoire. Le système de jeu, c'est vraiment un hand building où on a donc un ensemble de cartes en main et à chaque tour on va choisir au début 3 cartes qu'on va choisir d'appliquer ce tour-ci. On va révéler les cartes et ces cartes vont donner des actions. Donc il y a deux types d'actions, les actions qu'on peut faire avec les cartes et les actions qu'on peut faire avec des ouvriers. Donc on a une pose d'ouvriers avec 2 ouvriers qu'on va les poser sur différents types d'emplacements. Dans les emplacements, il y a des emplacements du genre avoir une carte virtuelle de plus pour le tour d'après. Et il y a des emplacements sur si tu es majoritaire sur le cristal bleu, alors tu peux gagner des parts dans telle entreprise et peut-être gagner un petit sou, gagner un petit truc supplémentaire. Ça pour plusieurs éléments. Et détruire des cartes pour faire des sous et ce genre de choses. Dans les actions de cartes, on va avoir donc avec des ressources récupérer de nouvelles cartes qui vont nous permettre de jouer des meilleures cartes plus tard et aussi de se développer un peu avec des fois un petit peu de par-dessus et d'avoir plus de choix de cartes. Et on va pouvoir donc avec des explorations aller placer les industries, donc des 4 compagnies sur la Lune, sur un côté du plateau, pour aller refaire gagner donc différents bonus, donc des sous, des points de data à dépenser pour aller préparer ces envois de data, des points d'hélium 3 qui vont nous permettre de débloquer des points de victoire, et la data comme l'hélium 3 peut nous permettre de débloquer un 4e emplacement de carte et un 5e emplacement de carte. Parce que donc à chaque tour on joue donc 3 à 5 cartes, et ensuite les cartes qu'on va avoir jouées vont être immobilisées pendant un certain temps autour du plateau. Et on va récupérer qu'une seule colonne des cartes immobilisées, donc avant d'immobiliser celle du tour, qu'on va pouvoir rejouer. Donc il y a vraiment un temps de latence entre les différents moments où on va pouvoir rejouer nos mêmes cartes. Ce qui donne un truc de développement et de planification vraiment très intéressant. Donc ça c'est Mombasa. Globalement ça a très peu changé sur le jeu de base. Ils ont inclus des trucs qui étaient mis un peu dans une extension qui rééquilibre notamment dans le fait d'envoyer de la data, donc les anciens livres de Mombasa, pour les rendre un peu plus puissants. On a une majorité de plus sur l'exploration, sur le nombre de bonhommes qui n'existaient pas avant. Donc les bonhommes c'est ceux qui permettent d'avancer sur la data et de miner plus d'hélium 3. Donc c'est des cartes un peu spéciales. Et ensuite il y a des petits modules. Donc il y a 4 scénarios, ils appellent ça des scénarios pour le jouer en campagne, donc ça donne la possibilité d'avoir un espèce de mini scoring de campagne pour savoir qui a le mieux réussi les 4 parties en fil rouge. Mais sinon la première mission c'est qu'on a des petites cartes, alors elles sont pas sur l'image,
Bon, elle est là. Mais pour accomplir des missions, donc ça par exemple, donc nous à 3 on avait 2 missions possibles, soit avoir 4 d'avancée dans au moins 3 des pistes, soit être atteint au niveau 1 sur 2 des pistes, donc les pistes d'entreprise, là on va voir nos parts d'actionnaires dans l'entreprise. Avoir 15 thunes devant nous, et par exemple avoir 7 points d'exploration à un moment dans la partie. Quand on fait une de ces petites missions, on gagne dessous immédiatement et on libère un tiers de notre carte. Une fois qu'on en a fait 3, donc 3 qui vont ensemble, on libère une petite carte personnelle qui vient devant nous et qui nous donne un nouvel emplacement de personnage qui permet de se placer dessus pour faire 3 avancées sur une entreprise. Il y a un autre, donc ça c'est le premier petit scénario. Deuxième scénario, c'est qu'on retourne le plateau et de l'autre côté du plateau, il y a des astéroïdes. Donc en fait, ce que ça va changer, c'est qu'on va avoir une nouvelle carte, mais la nouvelle carte va avoir à la fois des chemins et des endroits exploitables. Et ça va être un petit peu plus dissymétrique avec 2 types de bâtiments à placer. Moi, je l'ai pas essayé. Troisième scénario, on revient sur la carte de base, mais il y a un placement initial des petites usines qui change quelque chose. Je l'ai pas essayé non plus. On garde toujours les petites missions. Et quatrième scénario, on retourne sur l'autre plateau et puis là, il va y avoir des événements. Donc en fait, ça va y avoir des menaces à combattre. Donc à un moment, quand on explore, si c'est accessible pour nous, on va pouvoir les combattre. Si on les combat, on gagne un bonus. Donc on les combat parce qu'on a assez d'exploration. C'est pas du hasard. On va gagner un bonus immédiat et ça va nous donner une part au choix en fin de partie, ce qui est assez fort. Ça fait donc pas mal de points. Et si personne ne l'a battu pendant la partie, il va y avoir une condition négative qui va s'appliquer en fin de partie, par exemple perdre toutes ses pièces. Donc ça je l'ai pas testé non plus et ça a l'air assez intriguant, moi j'aimerais bien l'essayer un jour, mais voilà. Il y a un côté très casse-tête dans Mombasa, donc de planification en plusieurs tours pour réussir qu'est-ce qu'on va réussir à faire ce tour-ci et le tour d'après, où on essaye aussi de regarder un peu chez les autres quelle majorité on va pouvoir avoir, et une question d'intérêt croisé sur la carte en fonction de qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer à quel moment, donc pour avoir les bonus à la fois de la carte et les points de fin de partie, en fonction de qui a investi où. Ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il est vraiment optimal à 4, là on a joué à 3, c'était plaisant, ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué, j'ai fait n'importe quoi, mais ça donne vraiment envie de refaire une vraie partie à 4. Voilà, donc moi je suis quand même vachement contente parce que moi Skymines, j'étais pas ultra hypée. Alors le thème, moi je suis pas... Je trouve ça triste de pas pouvoir parler un peu de thèmes historiques un peu négatifs et de pouvoir faire preuve de cynisme un peu par rapport à ça, de se dire... Ouais, de dire, bah, on arrive en Afrique, on va faire un maximum de fric, et pour ça, on va investir dans la West India Company. J'aime bien, moi. Là, il n'y a pas ce côté un peu taquin, un peu qui chatouille. C'est beaucoup plus neutre. Voilà, c'est la mode de la neutralité. Mais par contre, le contenu, il est bien. Alors, graphiquement, ça paraît chargé au début. Moi, j'aime un peu moins. De toute façon, moi, je suis moins fan des graphismes un peu actuels, globalement. Un peu chargé. Mais en fait au final ça se lit très bien une fois qu'on sait où regarder les choses, tout ça, ça paraît moins complexe que ce que ça a l'air au premier abord. Dans la lecture, je veux dire, dans la lecture des symboles, c'est quand même du gros jeu. Le jeu reste essentiellement bien, et les petits modules qui ont l'air d'être en plus ont l'air de vraiment apporter quelque chose et de permettre de varier un peu les parties. Donc comme Mombasa, il y a quand même un gros côté casse-tête et que les parties peuvent un peu se ressembler d'une partie sur l'autre. Ce qui change, bah, c'est un peu les bouquins qu'on a renouvelés là, les cartes dans quel ordre elles changent. Donc moi je trouve ça assez bienvenu et du coup je suis plutôt contente et j'ai plutôt envie de voir ce que ça va donner. Sur les autres scénarios, j'ai pas vu. Je vais finir, donc quasiment finir, par Dead Reckoning que j'ai joué hier, qui est un KS qui vient d'arriver, donc de John Declair, c'est celui qui a fait Mystic Veil, c'est celui qui a fait Edge of Darkness, le mec qui a des cartes avec des éléments transparents qu'on va mettre dedans pour les crafter, pour les améliorer dans une espèce de deck building. C'est toujours ce qu'on va faire ici. Donc on a un deck building avec des cartes et on va rajouter des améliorations sur nos cartes. Ici on est quand même dans un vrai jeu de gestion, on n'est pas tellement dans de la combo de cartes. Donc le principe c'est qu'on va être des pirates ou des marchands, enfin on va être des corsaires plutôt. Du coup, on va à la fois commercer avec des îles, essayer d'en prendre possession et se taper sur la gueule. Donc pour ça, globalement, on va avoir la monnaie de base, ça va être la ressource qui va être comprise dans des tonneaux qu'on va devoir stocker sur nos bateaux. Donc on a tous la ville où on a notre port d'attache et la plupart des tonneaux vont être générés là. On va pouvoir aller se balader sur la carte, donc on peut se déplacer en chargeant nos tonneaux. Et quand on se déplace sur la carte, ça va nous permettre d'acheter les améliorations qui sont disponibles sur place. Et une fois sur place sur une île, on va pouvoir placer des cubes d'influence pour essayer d'être le meilleur sur cette île. Une fois qu'on possède des îles, on peut soit y construire des bâtiments qui vont nous aider à booster la défense, soit y produire. Il y a un bâtiment qui permet de booster la production. Quand on produit, ça permet de récupérer des ressources depuis cette île directement avec un de nos personnages. Quand on croise quelqu'un, on a la possibilité des fois de se taper dessus, et quand on se tape dessus, on va lancer les tours, les cubes dans une espèce de tour à dés, donc qui permet juste, en gros, de faire un lancer de dés pour savoir le résultat du combat, ce qui mène aussi du pillage et des ressources.
Il y a en gros plein de choses à faire, on peut couler, il se passe des trucs, thématiquement c'est vraiment très chouette. Et le système d'action est vraiment cool, c'est un peu du deck building avec beaucoup de contrôle sur le deck, moi c'est ce que j'aime. Donc on a un deck identique tous au départ de personnages. Alors nous on a joué avec un mini module qui permet de remplacer 4 de nos personnages par des personnages légèrement spécialisés, ce qui est très sympa. Et donc ces cartes on va les personnaliser en allant chercher des améliorations sur le plateau, mais aussi on va pouvoir les faire monter de niveau, donc faire du level up. Donc il y a je crois 8 ou 10 catégories de personnages différents. Chaque personnage a vraiment des spécialités différentes, donc construire des bâtiments par exemple ça se fait parce qu'on a amélioré l'action du bonhomme qui allait construire des bâtiments et qui maintenant nous permet de construire plus de bâtiments. Donc au début il ne permet même pas de construire des bâtiments. On améliore un bonhomme par tour, donc pendant le tour des autres, en théorie, où on choisit qu'est-ce qu'on va libérer comme action, et on va les amener assez haut pour aller faire des actions relativement variées. C'est un système qui est vraiment sympa, surtout que... Alors oui, sur la gestion de cartes, donc il y a ce côté où les actions principales, elles sont déjà sur nos cartes, et par contre, lesquelles on va améliorer, ça va changer. Les améliorations qu'on rajoute sur les cartes sont des actions un petit peu plus mineures, qui peuvent être vraiment importantes aussi, hein, ça peut quand même être vraiment bien, mais les grosses actions qui vont être possibles vont être plus sur le fait de faire monter en niveau nos personnages, à la fois la production, à la fois tout ça, que sur le fait de récupérer des améliorations. Donc ça, on dépend moins du tirage, et en plus de ça, on va piocher à chaque tour 4 cartes de base sur une main de 6 cartes maximum, ce qui veut dire que d'un tour à l'autre, on a le droit de garder 2 cartes. Donc si c'est pas le bon moment pour utiliser la carte, on peut l'utiliser plus tard. On peut pas stocker à l'infini tout ce qu'on veut, mais on a vraiment de la latitude là-dessus, et ça nous permet aussi de faire tourner plus vite les cartes qu'on a envie de voir plus souvent. Donc la gestion du deck, j'ai trouvé vraiment maligne et vraiment très proche d'un jeu de gestion, là où on trouve un peu ce qui était un peu au départ du deck building, beaucoup ce qui avait été vanté, c'est le côté approvisionnement et le temps que ça prenne effet, et que ça soit efficace, et les temps de latence. Donc Sugarcars of Snow utilise cette justification thématique vraiment. Mais ça, on le retrouve vraiment à fond dans ce jeu, qui est un jeu de gestion avec du combat, un peu aléatoire, hein. Un peu aléatoire, mais pas trop méchant, enfin faut voir. Qui marche vachement bien, côté latence, côté qu'est-ce qu'on fait tourner, côté efficacité, j'ai vraiment beaucoup aimé le système de cartes. J'ai bien aimé ce qu'on fait côté gestion. Côté majorité sur les îles, nous on a joué de manière assez statique parce qu'on a vite développé, on était 3 à avoir développé nos bâtiments assez vite, et du coup aller attaquer une île, bah, c'est vraiment très cher, j'ai trouvé très vite. Dès qu'on met un fort ou une garnison, ça devient vraiment compliqué d'aller reprendre les majorités, et ça a assez peu clignoté, avec des majorités très stables pendant la partie. Donc ça, moi, faut voir. Sur la longueur, donc on a joué en 3h, 3h30, mais je vais vous le dire sur plusieurs parties. Comme les personnages orientent quand même beaucoup le jeu, faut voir si les axes se renouvellent vraiment bien, ou si c'est un peu plus répétitif en fonction des personnages qu'on va améliorer. Ça finit globalement parce qu'on a des petits objectifs à accomplir. Quand quelqu'un accomplit 4 objectifs, ça va finir le jeu. Je pense que c'est sympa. Vraiment, il y a plein de petits trucs sympas. Il y a une joueuse à la table qui a détesté. Les tours de joueurs peuvent être un peu longs. Elle a eu l'impression de beaucoup subir son début de partie avec quelques ratés et un peu pas de chance. Voilà, bon, à voir. Mais j'ai très envie de refaire une, j'ai envie d'explorer. Il y a des extensions que je sais pas trop à quoi elles correspondent. On rajoute des cartes et des choses comme ça. Je sais pas si ça change vraiment la face du monde. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé la base très très plaisante avec le deck building. Donc on est peut-être un petit peu moins dans du pur euro. Je vais continuer, je crois, sur du moins pur euro. Avec... Ah non, je parle de Messina derrière. Ok, ben je parle de Messina d'abord. Oui, c'est vrai que je joue à Messina aussi. Donc Messina, pour le coup, c'est du pur euro avec du placement d'ouvriers. Donc on va se placer ces ouvriers quelque part sur la carte, et après, au coup de après, on va pouvoir les déplacer. Donc plus on va loin, plus ça coûte cher. De manière à récupérer des ressources et à construire des bâtiments divers et variés. Et à aller sur place combattre la peste. Et récupérer des bonhommes, donc soit en confinement si ils viennent d'un quartier pestiféré, soit directement dans le quartier actif. Quand ils ont fini leur quarantaine, ils passent aussi dans le quartier actif. Depuis les quartiers actifs, ils peuvent passer dans les bâtiments de production, et depuis les quartiers actifs ou les bâtiments de production, on va pouvoir les relivrer sur la carte pour aller repeupler des quartiers sains, pour aller faire des points de victoire en fin de partie selon divers critères. C'est de l'optimisation de plein de petits critères, avec notamment des chefs de quartier qui vont tourner à travers nos bonhommes qui sont présents sur nos quartiers pour aller activer divers types de bonus. C'est pas simple de voir comment optimiser les choses. Et voilà, en termes de poste d'ouvrier, gestion de ressources, c'est plaisant. Je lui trouve pareil, il manque peut-être un peu d'un côté exceptionnel, mais il est très plaisant, il marche très bien en gestion de ressources relativement classique, avec ses propres éléments. Alors,
L'idée est assez classique. Ce qu'on y fait, le détail des règles a plein d'originalité. Donc si on a envie de variation dans la pose d'ouvrier, c'est très très bien. Voilà pour Messina. Hop. Et donc maintenant, donc j'ai vraiment fini de parler donc des Eurogames que j'ai joué ce mois-ci. Je vais quand même évoquer quelques autres jeux. Donc j'ai fini Bureau of Investigation, donc il me restait les 2 dernières enquêtes à faire. On a fait une vidéo avec Arnaud, donc de Meeple on Fire. Donc Bureau of Investigation, c'est un jeu d'enquête à la Sherlock Holmes Detective Conseil avec du Lovecraft dedans. C'est vraiment très bien, il y a 5 enquêtes, les 5 sont très variées, font appel à des manières de raisonner un petit peu différentes. Et c'est vraiment riche et c'est vraiment très chouette. Moi, il y en a une ou deux que j'ai un peu moins aimé. Mais ouais, c'est vraiment bien si vous aimez les jeux d'enquête, tout ça. Donc on en parle avec Arnaud. Je referai peut-être une vidéo un peu sur des différents types de jeux d'enquête que j'aime bien. Un peu dans le thème enquête, mais là on n'est pas de. En fait, c'est un jeu de déduction et pas d'enquête. Donc Awkward Guest ou Invité à éviter. C'est une sorte de Cluedo où on va avoir vachement plus de choix sur ce qui va se passer. On va raisonner par échange de cartes, donc pareil entre les gens qui vont donner divers types d'indices. Les indices sont plus tordus, c'est pas que de la pure élimination directe. La partie déduction est pas mal. Voilà, c'est pas, ça reste de la déduction en partir du moment où on a les informations nécessaires à remplir ce qu'il faut sur notre grille en gros. Mais on doit regarder par où est-ce qu'il a pu passer, ce genre de choses. C'est vraiment très sympa. Et la manière d'échanger les cartes est maligne parce qu'en fait, il va pas y avoir nous où on va se déplacer et voir les gens qu'on croise ou pas. À chaque tour, un joueur va proposer d'échanger avec, donc va demander 2 types d'indices et ceux qui peuvent fournir des indices sur ces catégories vont proposer des cartes et le joueur actif va choisir d'échanger ou pas avec chacun d'entre eux. En fonction de à quel point il pense qu'il a des cartes qui sont déjà repassées par là, que voilà, que les offres sont sympas, et qu'on a une bonne idée qu'on va avoir de la nouvelle info ou pas. Donc le système de jeu marche vraiment bien pour un truc comme ça, c'est chouette. Hop, pareil, une petite mention, alors là on n'est plus du tout en enquête, mais First Rat ça a été un gros coup de cœur pour moi ce mois-ci, donc voilà, donc c'est un jeu familial où on va faire un peu de l'optimisation en passant dans des cases suivantes. Ça dure 45 minutes. Et ça permet de faire des points avec un petit côté un peu combo et réussir à gagner un maximum avec nos développements. Donc ça c'est vraiment bien sympa. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à raconter. Donc je vais remettre ça là-dessus. Voilà, hop. Voilà, Messina, pourquoi pas. Let's Reckoning, pourquoi pas. Skymines, pourquoi pas. Je sais pas quelle image, mais voilà, Pras, ça sera très bien. Hop. Donc pour conclure un petit peu là-dessus, déjà j'ai un magnifique t-shirt, voilà, j'étais ravie parce que c'est Ben des recettes ludiques qui me l'a pointé du doigt, donc c'est sur le site de Sir Maple, ils avaient un t-shirt qui fait quasiment mon logo, donc je suis trop contente, voilà, c'est cool parce que du coup j'ai un t-shirt placement d'ouvrier, donc ça c'était un point extrêmement important à signaler. Je vais faire une autre vidéo comme ça sur les plus petits jeux, alors je sais pas trop comment je sépare, est-ce que je fais vraiment les petits jeux à part, les familiaux à part, mais j'ai joué à des trucs chouettes aussi dans d'autres formats ce mois-ci. Je voulais aussi faire une vidéo donc sur Paris et ludique, le retour un peu en tant que bénévole, et j'ai expliqué plein de jeux que j'aime bien, et c'était cool, voilà, donc ça j'ai envie de le dire, je sais pas s'il y a des choses... Bon, c'est quand même cool de voir un peu comment ça se passe, mais voilà, c'est pas forcément fou. Et donc côté jeux d'enquête, oui, ça fait longtemps que je me tâte à faire une vidéo sur les jeux d'enquête. Alors de base, je voulais vraiment faire une vidéo sur Vienna Connection, la boîte de détective que j'ai beaucoup aimé, que j'ai joué relativement récemment. Sauf que depuis le temps, j'ai un petit peu oublié, mais elle est quand même vraiment bien, côté thématique et tout ça, donc ça c'était chouette. Je vais appartenir bientôt, donc ça va être cool aussi. Je pense que je vais avoir l'occasion de découvrir de petits jeux, du coup je pense que je ferai peut-être une vidéo petits jeux plus tard. La vidéo est beaucoup trop longue, mais normalement je l'ai chapitrée et vous avez pu zapper tout ce que vous voulez zapper. Et voilà, donc un bon mois de jeu, plein de chouettes recommandations, donc Smoky Valley, Dead Reckoning pour les nouveaux, Skyman qui a l'air vraiment sympa, ça me fait plaisir de rejouer à des jeux qui sont peut-être un petit peu en dessous d'un côté profondeur quand on les fait à fond, du genre Newton ou Monasterium. Voilà, Space Station Phoenix, j'ai toujours envie de rejouer, Barrage qui est toujours génial. Donc bon, bref, j'ai parlé de plein de jeux. Vous avez le sommaire, n'hésitez pas à regarder. Globalement, c'est des jeux que j'ai aimés. Il n'y a pas vraiment eu de flop. Donc voilà. Ça fait 15 fois que je dis donc voilà. Gros bisous à tous, à une prochaine. Et jouez bien. Salut!